Bienvenue à cette nouvelle table ronde du WAFT, du premier, à ma connaissance, festival pour la French Touch, que je vous propose d'animer au nom de la revue C'est en fonction de deux principes dont j'ai l'habitude, la paresse et l'interactivité. L'interactivité parce que vous, mesdames et messieurs, dans le public ici, avez un grand avantage sur celles et ceux qui nous regardent par Internet en ce moment, c'est que vous pouvez simplement lever la main et poser des questions à tout moment. Je vais donc vous prier non pas d'attendre que je vous passe la parole à la fin d'une table ronde forcément ennuyeuse, mais tout au long de la conversation, d'intervenir, de poser des questions, de peut-être rendre les personnalités autour de moi encore plus intéressantes qu'elles n'auraient été autrement. Et pour cela, une règle simple, je vais simplement vous prier de vous tenir à la conversation, de ne pas dévier du sujet dont nous serons en train de parler à ce moment-là. Sans grand mystère, je vais anticiper qu'on va parler de cinéma et de jeux vidéo, considérant celles et ceux qui m'entourent. Mais avant toute chose, et pour appliquer le principe de paresse, je ne vais pas vous présenter, mesdames et messieurs. Je pars du principe que vous connaissez le sujet infiniment mieux que moi, je ne peux le connaître. Mais Daniela Elsner, sans la faute d'orthographe dans le nom, vous êtes directrice générale d'Unifrance et je tiens à vous remercier particulièrement d'avoir accepté à l'extrême dernière minute de participer à cette table ronde. Un mot peut-être sur Unifrance et surtout comment on en devient, et ce que vous avez fait avant d'en devenir directrice générale. Bonjour, donc merci. Donc Unifrance, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'agence de promotion donc, du cinéma à l'étranger, mais maintenant aussi depuis peu de l'audiovisuel, donc de toute la production télévisuelle. Donc ça c'est nouveau. Pour nous, c'est donc aussi Unifrance devient un peu une nouvelle marque à l'étranger aussi parce qu'on inclut toute la production française dans nos activités. Donc ça, c'est quelque chose que nous sommes en train d'élaborer et puis surtout de décliner. Donc on a quelques membres ici présents d'Unifrance. C'est une association. Donc on a des membres qui sont des producteurs, artistes, beaucoup. Et les exportateurs, parce que ça, exportateurs, c'est ceux qui passent nos films à l'étranger. Et vous-même à la tête Alors moi, de cette, je suis depuis 2 ans à la tête, donc directrice générale d'Unifrance, depuis 2 ans. Et avant, dans ma vie d'avant, j'étais donc exportatrice. C'est pour ça que cette profession me tient particulièrement à cœur. Nicolas Brigot-Robert, vous êtes président de Playtime. Un mot sur vous et deux sur Playtime. Oui, pour ce... Laissez la régie, va ouvrir le micro, je pense. Allô. Ça marche. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Playtime, Playtime est une société d'exportation et de production de longs métrages et de séries. Une société installée à Paris, mais qui a des filiales en Europe, en Belgique, à Londres et à Berlin. Des films dont certains, j'espère, vous avez découvert en salle, d'autres que vous avez vus à la télévision. 25 ans, c'est plus de 400 films que nous avons fait circuler à travers le monde. Et j'imagine que c'est à ce titre que j'ai eu l'extrême honneur d'être invité. On peut l'imaginer. Frédéric Bedin, sur le président fondateur d'Hopscotch et Hopscotch lui-même. Alors, moi j'ai créé Hopscotch il y a plus de 35 ans quand j'étais étudiant et aujourd'hui Hopscotch est le plus grand réseau mondial de relations publiques non anglo-saxons. On est présent dans 35 pays. Alors de relations au public. De relations avec les publics. Oui, on écrit relations publiques CS, ouais. Et parce que c'est avec tous les publics, les gens qui aiment le cinéma, ceux qui aiment les jeux vidéo, ceux qui aiment le luxe, mais aussi beaucoup tous ceux qui aiment le tourisme, ceux qui aiment l'agroalimentaire, le vin, et on promeut tout ce qui fait l'art de vivre, et notamment l'art de vivre à la française, parce que je dis on est le plus grand réseau mondial non anglo-saxon, mais on est 19e. On a 35 bureaux dans le monde, mais on a des concurrences solides devant nous, ils sont tous américains. Voilà. Benoît Clerc, vous êtes directeur des éditions de Nacon. Directeur de l'édition. De l'édition. Alors je présente Nacon peut-être d'abord pour commencer. Oui, et vous aussi. Donc Nacon, c'est une filiale d'un groupe français qui s'appelle Big Ben. Et Nacon regroupe deux activités de ce groupe qui sont liées au marché du jeu vidéo. Nous sommes accessoiristes, donc on fabrique des manettes et tous les accessoires que vous pouvez utiliser pour jouer, clavier, console.
clavier et souris. Et une activité d'édition de jeux vidéo. Nous éditons une vingtaine de jeux vidéo tous les ans, avec un positionnement particulier sur le marché, puisque nous sommes fiers de nous définir comme un mid-publisher ou un éditeur de jeux AA. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Ça nécessite un peu de temps pour être expliqué. Voilà, j'ai, pour parler de moi, puisque vous m'avez demandé de me présenter également, fait toute ma carrière dans le jeu avant de rentrer chez Big Ben et chez Nacon. J'ai été directeur créatif d'un studio de développement de jeux vidéo à l'époque où on a commencé à parler de la French Touch. J'y reviendrai aussi tout à l'heure, où cette expression est apparue dans les années 90. Et puis avant, j'ai été auteur de jeux de rôle, j'ai eu un magasin de jeux de rôle, j'ai édité des jeux de société. Voilà, le jeu, c'est ma vie. Éric Morand, vous êtes le seul ici à porter deux coques, l'un rouge et l'autre orange, qui correspond finalement à vos deux vous êtes directeur tech et services chez Business France. Est-ce que c'est un coq par branche de votre activité ? Oui, on peut dire ça. Enfin, moi d'abord, bonjour à tous. Je travaille donc pour Business France. Et Business France, on est l'agence publique pour l'internationalisation de l'économie française, concrètement avec deux volets. La partie attractivité de notre territoire, attirer des investisseurs, attirer des grands comptes étrangers ou des startups pour qu'elles investissent et qu'elles créent de l'emploi en France plutôt qu'en Allemagne ou en Angleterre, par exemple. Et puis, sur la partie développement international, notre mission est d'aider les PME, les startups, les ETI à se développer à l'international sur tous les secteurs. Alors, on est vraiment organisé par grandes dominantes sectorielles. Et dans ces grandes dominantes, il y a la partie tech, start-up, dont on pourra parler tout à l'heure, qui a vraiment pris son essor avec la création de la marque French Tech il y a quelques années, en 2014. Et c'est vrai, une partie aussi plus en plus importante de notre activité, c'est la partie service, et en particulier le développement international des industries culturelles et créatives, où là on intervient nous, en complément de ce que peut faire Unifrance sur la partie film et programmes télé, séries et autres, en complément aussi de ce que peut faire le Centre national de la musique, même si on fait des actions communes à l'export, je pourrais en dire un mot. Et pareil, dans l'édition, où il y a un opérateur spécialisé qui s'appelle le BIEF, évidemment, tout ça, on travaille ensemble, conjointement. Et moi, personnellement, je suis tombé un peu tout petit, on va dire, dans la marmite du développement international, puisque j'ai fait une douzaine d'années à l'international, notamment 5 ans en Corée du Sud, et puis 6 ans au Canada, à Toronto, où j'ai pas mal travaillé sur les ICC à mener des actions. Vous faisiez du développement international comme Benoît Clair du jeu de rôle, finalement. C'est un peu ça, c'est ça. Même si le jeu aussi est une de mes passions. Alors, je vais vous proposer de parler d'abord cinéma, puis jeux vidéo, puis essayer de... On trouvera peut-être le temps de dire un mot des autres secteurs qui ne sont pas représentés ici, pour voir si on a des dynamiques communes. Et par exemple, simplement, que vaut la French Touch ? Alors, on a un exemple qui est que hier, aux Emmy Awards, 10% a remporté, je crois, le grand Emmy. Mais est-ce que pour autant, au-delà de ces quelques succès de temps en temps, la French Touch est une marque et quelque chose qui a une valeur dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel? Daniela, je vous vois un micro à la main, mais la question va se poser... Non, Daniela, puis Frédéric et enfin Nicolas. Donc cette nuit, effectivement, Emmy Awards pour 10%, mais aussi pour un documentaire de Gregory Monroe, Kubrick by Kubrick, qui est sa deuxième nomination en premier prix. Donc c'est aussi important parce que ça dit tout de suite quelque chose sur cette diversité et richesse de ce qu'on peut englober dans la French Touch ou créativité française. Et c'est vraiment, et ça, c'est pas non plus, ça n'est pas qu'un prix. C'est, bon, vous le savez peut-être, mais Call My Agent, donc le titre anglais de cette série, 10%, elle s'est vendue, donc Netflix, la saison 1 a très vite rentrée, mais il n'y a pas que Netflix, il y a aussi beaucoup de chaînes télévisuelles linéaires qui ont acheté après partout dans le monde le film après Netflix. Pareil, le documentaire de Gregory Monroe, c'est plus de 35 territoires vendus, 40 festivals. Je donne ces chiffres parce que je pense que c'est vraiment important pour rendre compte que quelque part, c'est une construction. C'est vrai que Unifrance a comme mission pour accompagner cette construction. Elle se construit beaucoup. Elle se construit déjà pendant la production parce qu'il faut penser international. Mais ensuite, il y a donc là, vous avez un très bel exemple de société exportatrice productrice qui réussit, comme tu as dit Nicolas, 400 films en 20 ans, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup en fait cette French Touch qui se déplace. Et il y a quelque chose qui est reconnu. Je pense que notre cinéma, notre production audiovisuelle, elle a quelque chose qui à l'étranger est presque plus reconnu, ce soft power culturel français
que finalement en France, j'entends parler depuis un certain moment beaucoup du soft power coréen, mais je vous assure, la France, elle a son mot à dire, elle le dit depuis très longtemps. Unifrance existe depuis 70 ans, c'est plus de 80 ans de politique culturelle d'exportation qui se traduit aussi par ça. Maintenant, il faut renforcer, il faut se réinventer, et c'est plutôt là-dessus que D'autant j'accentue. que, si je peux apporter un petit grain de contradiction, on va dire que la French Touch, c'est peut-être un peu moins puissant non seulement que Hollywood, mais que la Nouvelle Vague, simplement, comme marque internationale. Mais la Nouvelle Vague, elle construit totalement le cinéma français et l'audiovisuel français aujourd'hui à l'international. Call My Agent, c'est quand même, 10% est un très bel exemple. Qu'est-ce que ça exporte, en fait? Qu'est-ce que ça dit? C'est quand même nos acteurs, nos actrices, nos réalisateurs, nos réalisatrices français qui sont à l'honneur. Alors, c'est effectivement vendu comme tel, mais derrière, il y a aussi tous les remakes, c'est-à-dire que c'est en production avec, évidemment, les différents pays utilisent ça avec leurs propres stars, mais en fait, pour moi, c'est un très bel exemple. Donc, la Nouvelle Vague, elle a construit ce qu'on est aujourd'hui. Maintenant, j'entends, on est aussi au début d'une grande révolution. Ouais, je pense que les plateformes ont bouleversé notre paysage. Et il faut qu'on se réinvente. Et pour moi, c'est plutôt là. C'est-à-dire qu'elle existe, mais aujourd'hui, il faut la transformer, cette French Touch, et il faut la transformer et la porter encore plus loin. Mais Frédéric, aidez-moi à apporter un peu la contradiction à Daniela. Est-ce qu'on peut mettre un point d'interrogation à la fin de cette phrase? Est-ce que la French Touch est-elle toujours une marque à l'export? La French Touch, on va dire que la marque France est une marque à l'export, mais en fait, c'est pas une marque à l'export, c'est une marque complexe. Mais il n'y a plus de marque simple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on exporte le cinéma français et puis un point c'est tout. On exporte la France avec toutes les données complexes de son ADN, et on est en train d'apprendre à décrypter l'ADN de la marque France, qui comprend du cinéma, du jeu vidéo, de la culture, du tourisme, du vin, du luxe, de l'amour, je disais de la liberté politique. Tout ça, c'est dans l'ADN de la marque France. Alors évidemment, pour le cinéma, il y a quand même eu un boulot supporté par les différents gouvernements qui a été fait, qui est incroyable. C'est qu'on est les irréductibles gaulois. Les Américains ont conquis le monde, et puis nous, et puis un peu les Coréens. Et en fait, on a réussi à faire un village gaulois que tout le monde respecte, parce qu'on est quand même costaud. Et ça, c'est génial. Donc nous, chez Hopscotch, on apporte notre pierre à l'édifice en organisant des festivals de cinéma, le festival de Deauville, le festival du film policier bientôt à Reims, et le festival du film fantastique à Gérardmer, qui sont des vitrines pour le cinéma français, aussi pour les cinémas étrangers qui viennent se présenter, hein, mais des vitrines pour le cinéma français, et des rampes de lancement souvent. Et si chacun apporte sa pierre à l'édifice pour maintenir les murs du petit village gaulois, les Romains, ils n'arriveront pas à nous attaquer. Je vous trouve bien optimiste tout à coup. Non, moi je suis optimiste, mais ce qu'il y a, c'est que le cinéma est en train de bouger. Il y a des nouveaux guichets qui sont en train de s'ouvrir avec effectivement les plateformes, les jeux vidéo, tout ça est en train de s'hybrider aussi. La musique, il y a un compositeur devant là, que je reconnais dans la salle. La musique est en train de s'hybrider avec le jeu vidéo, avec le cinéma. Mais la France a quand même quelque chose à raconter, et on en est très fiers. Et cette manifestation We Are Touch a été ouverte tout à l'heure par François-Henri Pinault, qui a rappelé que sans ces métiers créatifs français, lui, il n'arriverait pas à vendre des sacs aussi chers. En gros, c'est ça qu'il a dit, avec des mots plus indirects. Mais c'est ça qu'il a dit. Donc ça veut dire qu'on l'aide beaucoup quand on promeut l'art de vivre à la française, le tourisme, l'art français, les créateurs, tout ça. On aide toute une industrie derrière, et peut-être même que les Rafales, s'ils se vendent, c'est emporté grâce à nous. Donc, Nicolas Brégo-Robert, votre métier, si je comprends bien, c'est d'aider à promouvoir des avions de chasse et des sacs à main ? Exactement, c'est ce que je dis à ma mère tous les soirs. Je vends des avions de chasse. Je trouve intéressant les termes qui ont été employés. D'un côté, vous parlez de marque France, et Daniela parle de la créativité française. Je pense que c'est deux choses intéressantes, mais qui ne se superposent pas tout à fait. La French Touch, donc ce qui serait la marque France, serait quelque chose qui nous surplomberait tous.
une promesse de marque qui serait faite aux consommateurs en disant puisque c'est français, vous allez voir ce que vous allez voir. Et la créativité, ça serait quand même autre chose. On parlerait plus d'un processus en fait. Je pense que les deux se valent, les deux existent. Les deux existent en tout cas dans le cinéma. Très certainement. Quand on parle de cinéma français, il y a derrière un certain nombre d'a priori, positifs on l'espère, sur qu'est-ce que c'est la French Touch, qu'est-ce que c'est cette promesse d'aller voir un film français. Il y a une promesse dans le fait d'aller voir un film français. Mais je pense qu'on ne parle pas assez, et je remercie Daniela de l'avoir évoqué, de l'aspect de processus. Et je pense que en tant qu'entreprise, et mes associés avec qui j'ai l'honneur de diriger ce petit groupe sont là, il y a aussi dans les entreprises françaises une French Touch. Et ce n'est pas uniquement la marque telle qu'elle surplombe l'ensemble de nos activités qui est la French Touch. La French Touch, c'est aussi qui nous sommes dans notre manière de travailler avec, en l'occurrence, nos créateurs, nos auteurs, la manière de travailler avec nos partenaires étrangers. C'est pas la même chose et nous en faisons aussi l'expérience. En tant qu'exportateur, nous avons des clients étrangers. Donc, travailler avec une société japonaise, ce n'est pas travailler avec une société chinoise, ce n'est pas travailler avec une société américaine. Et je pense que la French Touch aussi, pour nos partenaires, c'est une manière de travailler avec une société française. Et ce n'est pas indifférent si des créateurs du monde entier viennent travailler en France. Ce n'est pas indifférent si des sociétés françaises sont celles qui exportent le cinéma des autres pays, qui viennent trouver en France des gens qui ont une manière de travailler qui leur est propre, une manière de soutenir un processus créatif qui est singulier. Et c'est ça aussi la French Touch. Ce n'est pas seulement cette marque qui nous surplomberait tous, c'est aussi quelque chose qui est dans l'ADN des entreprises, une manière de travailler, y compris, et je ne veux pas faire trop long, y compris dans les rapports contractuels. Les rapports contractuels, vous le savez, sont au cœur de nos industries et des ICC. Nous travaillons sur de la matière première qui est immatérielle. Et donc, le rapport contractuel est au cœur de nos métiers. Et dans ce rapport contractuel-là, et encore une fois, je ne veux pas faire trop long, dans ce rapport contractuel-là, il y a une spécificité française, et je ne parle pas que du droit d'auteur. Je ne peux que vous féliciter, vous avez déjà stimulé une question dans la salle. Dites-la, formulez-la, puis j'essaierai de la répéter dans le micro pour les personnes sur Internet. Monsieur Bedin, vous avez... Bedin. Ouais. Vous avez parlé de la French Touch au niveau du vin, et justement, il y a eu, pendant quelques années... Ah oui, là on parle cinéma. Hein. Ouais, ça va, bon. ça va, je vais y revenir. Non, mais il y a eu des dérives, justement, dans les années 90. Les producteurs de vin français étaient critiqués pour faire des vins pour plaire à l'étranger, et oublier un peu le marché français. Est-ce que dans le cinéma, aujourd'hui, justement, vous sentez que le produit, le film, dès le départ, dans le brief, doit plaire à l'international, ou justement il plaît par la liberté qui est l'essence un peu de la French Touch? Je vais prendre la liberté de reformuler un peu la question. C'est-à-dire, est-ce que votre question, monsieur, c'est y a-t-il finalement une sorte de parkérisation du cinéma français, comme il y a eu une parkérisation, une recherche excessive de l'international dans le goût du vin. Autrement dit, Frédéric, mais ensuite Nicolas et Daniela, mettons trop de bois dans les cuves du cinéma français. Alors je vais répondre. Alors moi je suis plus spécialiste de la promotion internationale du vin puisqu'on a une filiale qui s'appelle Sopexa dont c'est le métier dans 35 pays dans le monde. Et ce que je peux dire c'est que même si on est devenu les troisièmes exportateurs mondiaux du vin cette année parce qu'il y a eu des mauvaises récoltes, on est quand même les premiers en valeur. Parce que les vins français restent les meilleurs en valeur perçue à l'international. Il y a peut-être eu des dérives. En tout cas, la valeur perçue, le plaisir qu'il peut y avoir pour les gens à l'international à acheter du vin français, lié aussi à tout le process du vin, c'est-à-dire les œnologues, donc les viticulteurs, les œnologues, la distribution, les négociants, et le marketing qui est fait autour. Tout ça est fait de façon coordonnée avec une French Touch qui plaît. Et ça, c'est important. Et ça plaît différemment aux Japonais qui sont certainement les plus dingues du Beaujolais Nouveau qui y avait la semaine dernière, et à d'autres, ça sera plutôt des Bordeaux, des Champagnes, etc. Et ben, je vais laisser... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'excès.
Peut-être à un moment, quelques-uns ont trop parkérisé, ont trop mis de bois dans leur vin, mais il n'y a pas eu d'excès et on reste à la première place. Et dans le cinéma, je préfère laisser la parole aux grands spécialistes du cinéma. Daniela et Nicolas. Daniela Elsner. Non. Ben, au contraire. La question, mettons-nous du bois dans nos films, la réponse est non. Non, ce que tu disais juste à l'instant, c'est-à-dire que en France, c'est au contraire la richesse de nos contenus. Il faut quand même savoir qu'on est fort en animation, on est fort en documentaire, on est fort en fiction, on est fort en série. Et justement, c'est la spécificité française qui fait qu'elle intéresse à l'international. Et plus on essaye d'imiter. D'ailleurs, il y a des films qui, en France, sont perçus plus sur un style un peu, disons, américain, gros budget, film qui marchent en France, mais qui finalement se vendent peu. C'est autre chose qu'on cherche. Et je pense que ça va dans le sens que disait Nicolas. C'est aussi ce savoir-faire de l'ensemble de la production qui finalement s'exporte. C'est ça que les étrangers viennent chercher. Mais alors, pour paraphraser Daniela Elsner, on est un peu fort en autosatisfaction aussi, non, Nicolas ? Je pense qu'il faut aussi prendre une vision un peu historique. Les films français se sont toujours vendus. Donc c'est pas une nouveauté. L'international a toujours intéressé la France. Donc on ne découvre pas l'export en parkerisant notre cinéma. Non, le cinéma français s'est toujours vendu. C'est historique. Et alors la question, pour pas l'éviter malgré tout, est-ce que pour mieux vendre, d'accord, on a toujours vendu, très bien. Pour mieux vendre, faut-il ressembler aux Américains pour encore faire les choses simples ou pas ? Daniela vous a proposé une réponse en disant il faut faire attention, parfois ce qui marche en France n'est pas ce qui marche à l'export et nos plus grosses machines ne sont pas forcément celles qui s'exportent le mieux. C'est un premier élément. Mais j'aimerais quand même souligner deux choses. Il y a le cinéma le plus, je dirais, le plus national, mais pas national au sens où il serait reconnaissable comme français, mais national au sens où on est capable de le fabriquer en France. Quand vous regardez un film comme Titane, qui a gagné la Palme d'Or, Titane n'est sans doute pas un film qui pourrait être produit ailleurs qu'en France. Alors, est-ce que c'est un film French Touch ? Je ne sais pas. Mais dans le processus créatif, c'est un film français. Lorsque vous voyez le film d'Audrey Diwan, Happening, qui a gagné le Lion d'Or à Venise, c'est également... On ne pourrait sans doute pas, dans le contexte actuel, financer ce film aux États-Unis. C'est un film français en cela. Donc, il y a d'un côté absolument des films dont la singularité, peut-être pas évidente pour le grand public, mais évidente pour les professionnels, ils sont dans le processus créatif de la French Touch en ce sens. Et puis, la deuxième réponse, le troisième élément que je pourrais vous proposer comme réponse, c'est le fait qu'il faut reconnaître aux plateformes aujourd'hui une immense vertu, c'est qu'elles nous ont libérés de la frontière de langue. Alors on peut dire beaucoup de choses sur les plateformes, sur leur pouvoir, leur excès de pouvoir, la concentration entre leurs mains de sommes faramineuses qui viennent se déverser là où elles l'entendent, mais reconnaissons-leur une chose, c'est nous avoir permis de dépasser cette frontière de langue. Une des grandes limitations de l'exportation pour les contenus audiovisuel français, cinéma, télévision, c'était le fait que dans certains pays, on ne regarde pas de films ou de séries sous-titrées. Et que le doublage était quelque chose d'à la fois onéreux et hasardeux en termes d'exploitation. Les plateformes nous ont ouvert, tout d'un coup, on a pu exporter nos séries et notre cinéma en version doublée, sans frein. Et c'est grâce à elle qu'on a pu tester en grandeur nature cette nouvelle espace. On aura peut-être le temps de revenir sur les plateformes, mais je pense qu'il est temps de passer un peu aux jeux vidéo, d'autant que la question de monsieur était une transition à peu près parfaite, parce que s'il y a un secteur où on a beaucoup parkérisé la marque et traficoté les cuves, c'est bien le jeu vidéo. Est-ce que la French Touch, comment on déjà, a-t-elle jamais été une marque à l'export pour le jeu vidéo, Benoît Clerc ? Alors je reviendrai sur la partie et l'image du vin, parce que ça m'a fait venir une idée en tête à propos de la French Touch que j'évoquerai tout à l'heure. Je vais peut-être apporter une petite note discordante dans ce concert de louanges. Je fais de mon mieux, hein. C'est ce que j'essaye de susciter depuis le départ. On parle beaucoup de la French Touch, forcément l'événement s'appelle We Are French Touch, donc ça paraît une marque
valorisante et valorisée. Dans l'industrie du jeu vidéo, malheureusement, c'est pas une marque qu'on utilise beaucoup. Je le disais dans mon introduction, c'est une marque qui est apparue dans les années 90, à ma connaissance. Et dans les années 90, parler d'un jeu vidéo en disant qu'il portait la French Touch, ça voulait dire qu'il était beau, qu'il était trop intello et que surtout il était buggé. Donc c'est pas une identité qu'on continue à porter. Ça correspond à un moment de l'histoire du jeu vidéo. Les Anglais disaient qu'on avait des jeux vidéo arty-farty, pour ceux qui connaissent l'expression. Malgré tout, et pour reprendre, puisque le vin s'est invité à notre table, si je peux me permettre ce parallèle, je suis aussi un peu mal à l'aise avec cette idée de la French Touch pour le jeu vidéo, au-delà de cette image qu'Alchari, je viens de le dire, dans notre filière. Parce que ça suppose qu'il y aurait, ça a été dit peut-être sur certaines des industries qui sont représentées ici, qu'il y aurait une identité, une typicité, pour employer un vocabulaire œnologique, lié à des productions vidéoludiques françaises. Je ne suis pas sûr que si on donnait à un ludologue la possibilité de faire une dégustation de jeux vidéo à l'aveugle, comme on peut le faire avec du vin, il serait capable d'identifier une production de jeux vidéo made in France. Ce qui n'enlève rien par ailleurs, et j'en terminerai sur ce point, à la créativité, à l'inventivité, à la technicité de nos productions. On a en France, bien évidemment, une filière qui est hyper dynamique, qui est représentée à tous les points du spectre de notre marché, que ce soit des blockbusters que sont les AAA, comme on les appelle dans l'industrie du jeu vidéo, avec Ubisoft, bien sûr, qui est le champion français en la matière, jusqu'à des petits studios qui produisent des jeux qu'on appelle des jeux indépendants. Il y en a énormément et sans en être un France. spécialiste, il me semble que c'est l'un des écosystèmes les plus dynamiques de toute l'Europe, tout au moins. Alors, j'ai pas en tête, j'aurais dû préparer ce point avant de venir, vous m'en excuserez les chiffres. C'est qu'on n'a pas posé les questions par avance. Qui me permettent, voilà, c'est que ça n'a pas été, on n'a pas anticipé. Éric Morand, est-ce que vous auriez une vision comme ça de la place Chiffré. de la France dans l'écosystème de la production vidéoludique ? On est un des leaders du secteur, hein, ça très clairement. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce qui a été dit sur la French Touch, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Enfin, derrière la French Touch, il y a déjà beaucoup des univers très différents. On a parlé beaucoup de cinéma, un peu pour l'instant de musique, mais il y a aussi la mode, le design. Donc on peut tous être d'accord sur le fait que c'est une certaine créativité, c'est une histoire, c'est beaucoup des talents. Hein, et je pense que ça, c'est le point essentiel. Aujourd'hui, il y a une guerre des talents dans beaucoup de secteurs. Et ces talents nous sont reconnus. Et souvent, dans le cinéma, dans l'animation, sont chassés dès la sortie des écoles. Et c'est quelque chose d'essentiel. On a aussi, finalement, une politique publique qui a fait en sorte que beaucoup de studios ont été incentivés, entre guillemets, incités à revenir en France ou à garder de l'emploi en France. Parce qu'on a eu des pays très agressifs sur la création de jeux vidéo. Je pense au Canada, où j'ai eu la chance de vivre quelques années, mais c'était vraiment l'âge d'or du jeu vidéo là-bas. Aujourd'hui, la place du jeu vidéo en France est vraiment reconnue, elle augmente, elle emploie de plus en plus de personnes. Je n'ai pas non plus les chiffres exacts, mais l'industrie du jeu vidéo est une des industries les plus exportatrices en immatériel, vraiment de toutes les industries en France, sur lesquelles on peut tous être fiers. Après, le sujet French Touch, c'est vrai que ça a été souvent une de bug, de retard. Pour ça, quand j'entendais French Touch, c'est aussi une façon contractuelle de travailler. En tout cas, nous, on travaille beaucoup à Business France pour faire en sorte que ça ne soit pas justement ce vieux sujet des voilà, on livrera quand on pourra, parce qu'on peut être créatif, mais il faut être rigoureux, évidemment, et il y a toute une série de choses sur lesquelles nous, on prépare beaucoup les entreprises de façon à ce qu'elles puissent réussir à l'international. En particulier, parce que c'est ce sur quoi, finalement, on en a un peu parlé, il y a une digitalisation, en tout cas de l'accès à la culture de manière globale, et il ne faut pas que la France rate le train. On a été un peu en retard. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, c'est pour ça que je porte un peu ces deux coques, voilà, une French Tech, donc c'est un écosystème de start-up très, très dynamique. Il y a une bonne partie de ces start-up qui sont plutôt dans le domaine assez large des ICC. On estime ça entre 10 et 15%. Donc ça fait entre 1000 et 1500 start-up. C'est beaucoup sur finalement ce type d'entreprise-là qu'on travaille. C'est à la fois une façon finalement d'accéder à la culture différente et derrière du contenu. On a quelques belles histoires comme ça de petites entreprises qui grandissent et qui réussissent à l'international. Mais du coup, c'est vrai que derrière la French Touch, moi, mon point, c'est de dire qu'il y a des réalités très différentes selon les sous-secteurs. Mais il y a toujours un point commun qui est en effet une créativité, une base de talent. Et aujourd'hui, le train du digital qu'on est en train de prendre en marche, d'où le fait que, je ne mets pas deux coques pour les opposer. Au contraire, c'est pour dire que les deux
marques se complètent, les deux écosystèmes se complètent très largement et vont permettre sans doute d'internationaliser nos entreprises beaucoup plus rapidement. Mais alors, si le jeu français est joli, intello et buggé, comment est-ce qu'on a... C'était avant. Voilà, Comment est-ce qu'on a résolu le problème en faisant des jeux finalement de standard mondial, mais dont on cache la francité, le côté français? Je ne sais pas si on la cache. Je pense qu'on a réussi. Il faut bien comprendre que l'industrie du jeu vidéo, c'est alors aujourd'hui l'industrie culturelle qui est en valeur et la première industrie culturelle. C'est pas pour le rouler des mécaniques, c'est parce que c'est la vérité. C'est une industrie qui est aussi la plus récente dans son histoire. On a une histoire qui est beaucoup plus courte que celle du cinéma, beaucoup plus courte encore que celle de la musique, bien sûr, et que d'autres productions créatives ou culturelles. Donc il nous a fallu du temps pour structurer les métiers, pour structurer nos productions. Il y a encore aujourd'hui de nombreux débats dans notre industrie, au sein de notre industrie, sur la façon dont on crée, la façon dont on produit ce média très particulier, qui est un média qui est à la fois très technique et en innovation technique permanente. Plus, je pense, que d'autres médias, sans vouloir faire injure au cinéma ou à la musique, puisque chaque production de jeux vidéo met en œuvre une R&D qui est une R&D très lourde et permanente. Et puis la créativité, l'animation, la musique, le design, la façon dont on raconte les histoires et l'interactivité. Donc voilà, tout ça, c'est... je ne sais plus quelle était votre question. Comment est-ce qu'on a réussi à faire des jeux qui sortent comment est-ce qu'on s'est projeté finalement en apprenant à structurer nos productions, en créant des écoles, en créant un écosystème qui aujourd'hui fait qu'on est devenu des vrais professionnels du jeu vidéo au même titre que d'autres nations. Et sans marque French Touch, au contraire. On a réussi à s'en passer pendant un certain temps. C'était plutôt le sparadrap qui nous collait au doigt. Voilà. Frédéric Bedin, sur la marque France et le jeu vidéo ou peut-être Non, en fait, je voudrais rebondir là-dessus parce qu'il y a un autre secteur, parce que, comme tu disais, il y a beaucoup de secteurs sous l'ombrelle French Touch, et il y en a un dont on ne parle pas du tout, et qui a le potentiel du jeu vidéo, c'est l'événementiel. Il y avait une French Touch dans l'événementiel il y a 30 ans. C'est-à-dire que quand il y a eu le défilé de coufflets sur les Champs-Élysées, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, il y a eu un truc incroyable. Et il y a tout un tas de filières d'entreprises de technologie qui se sont développées. Et pendant 10 ans, il y a eu toutes les cérémonies dans le monde entier étaient faites par des Français. Ça a disparu. Et là, il y a une énorme opportunité, grâce aux technologies du jeu vidéo et du digital, de reprendre ce leadership. Pourquoi ? Parce que, bon, avec le Covid, on a tous connu l'hybridation des événements. Alors d'abord, la digitalisation à 100% des événements. Je me demandais combien de temps nous aurions tenu sans parler du métavers. Ouais. Mais je ne vais pas parler du métavers, parce que je vais parler de ce qui se passe, en fait. Le métavers, c'est une promesse. En fait, là, je vais parler de ce qui se passe en vrai, puisqu'on a tous vécu donc, des événements digitaux. Là, maintenant, on est en train de revenir dans le présentiel, dans le physique. Mais ces événements physiques vont être, de toute façon, pour toujours enrichis d'une présence digitale. Et c'est grâce aux technologies développées par les gens du jeu vidéo qu'on va être capable de faire ça. Et la France est à un moment avec une opportunité qui arrivera qu'une fois dans le millénaire. C'est qu'on va avoir toute une série d'événements, les Coupes du Monde de rugby en 2023, les Jeux Olympiques en 2024, tout un tas d'événements comme ça qui vont permettre de reprendre le leadership sur l'événementiel mondial en montrant qu'on a à la fois la créativité et des grands auteurs, que ce soit des musiciens, des gens du cinéma, qui vont intervenir forcément sur les cérémonies, sur la mise en scène du patrimoine. On va pouvoir réinventer la manière dont on montre le patrimoine historique français de façon moderne, à la fois en live, avec de la gastronomie, avec du vin, avec des fêtes, etc., et en digital, et en numérique. Et là, on a 2 ans où on va faire travailler les gens de la mise en scène, les auteurs, les scénaristes et toutes les petites boîtes de la French Tech qui sont en train d'inventer des choses incroyables, tous ensemble. Et je trouve que c'est vachement bien ce qui se passe parce que le gouvernement soutient ça, est prêt à investir. Je crois qu'il y a un élan positif autour de « on va montrer la France différemment », qui est une opportunité pour nous tous et pour les générations futures. Et même dans les écoles, parce que tu as dit fort justement, une des raisons du succès du jeu vidéo, c'est parce qu'il y avait aussi les écoles de dessin animé, tous les gens d'Annecy, etc., qui avaient
fait de la France des champions du dessin animé. Quand on les a digitalisés, eh ben, on est devenus des champions de jeux vidéo. Et ben là, on est les champions de l'événementiel. Quand on va le digitaliser, on peut être les champions du métaverse. Alors, avant qu'on rentre dans des considérations générales sur la promotion de la marque France et du savoir-faire French Touch, vous m'avez dit, Frédéric, que vous avez reconnu un compositeur dans la salle. Est-ce que vous le connaissez suffisamment pour qu'on lui demande un témoignage d'une minute? Allez, d'un mot dans un micro. Venez, monsieur. C'était une blague. Non, mais c'est vrai. Businessman en reconversion. Mais, voilà. Mais qui compose. Éric Taral est un compositeur absolument talentueux et effectivement businessman en reconduction, en reconversion. En reconduction. Et les deux. Et voilà. Travailler avec les deux cerveaux. Et donc, la question, c'est comment vend-on de la musique française à l'international? Vendez-vous de la musique française à l'international? Votre musique? Pas assez en ce qui nous concerne, mais je pense qu'il y a effectivement tout un réseau qui est quand même bien structuré avec le CNM maintenant qui est en train de se... Le CNM qui travaille avec vous, n'est-ce pas, Éric Morand, parfois? De fédérer l'ensemble. C'est l'ancien bureau export, hein, c'est ça. Et pas que. Le bureau export a intégré le CNM. Donc là, je pense qu'il y a un dynamisme, il y a des aides. Donc c'est vrai qu'il faut en profiter. Et il faut surtout... c'est un véhicule important. Voilà, et donc pour profiter du dynamisme des aides, ça m'a l'air d'une bonne transition pour que vous fassiez un peu le point, Éric, précisément sur les dispositifs de soutien, rapidement, en 2-3 minutes, aux autres secteurs de la French Touch, avant que nous n'ayons des considérations générales. Oui, enfin, je pense que chacun a ses dispositifs de soutien. Et moi, je peux parler un peu de dispositifs exceptionnels aujourd'hui dans le cadre du plan de relance export. Mais je voulais juste aussi dire un point peut-être sur la marque, sur le fait de dire que cette marque French Touch, mais nous y viendrons. Elle naît en France aussi, quoi. Donc il y a un volet très important, c'est l'attractivité de notre territoire, le fait que on est, en tout cas avant le Covid, la première destination touristique mondiale. On espère qu'on va vite le redevenir et que finalement les touristes, enfin ce qu'ils viennent rechercher en France, c'est l'histoire, c'est la culture, et c'est un pilier très important finalement de la French Touch. Lorsqu'on a tous ces gens qui viennent, qui repartent, ils recherchent aussi d'une façon différente, de plus en plus en digital, justement ce qu'ils ont pu entreapercevoir lors de leur séjour en France. C'est juste, je voudrais faire ce point, ce lien entre les deux qu'on ne fait pas forcément toujours directement. Oui, mais enfin, on a quand même une liste de secteurs assez hétéroclite, du vin au sac à main, alors le vin n'est pas vraiment dans la French Touch, aux arts plastiques. Bon, il n'y a pas le vin dans la French Touch. Il n'y a pas le vin. Il y a la gastronomie, mais il n'y a pas le vin. Non, il n'y a pas la gastronomie non plus directement. Ah bon, d'accord. Tel qu'on l'entend là. Mais ça fait partie de l'art de vivre. Ça va venir. Alors, non, mais pour en revenir là, aujourd'hui aux aides aussi. Voilà. Et y a-t-il une unité dans le, une unité, au moins, disons, une unité dans la politique menée, sinon dans les dispositifs d'aide, qui correspondrait à une unité au-delà de ce caractère hétéroclite de la French Touch? Alors, il y a une unité, mais qui dépasse d'ailleurs le secteur de la French Touch, qui est assez global là aujourd'hui sur l'international. Le constat étant simple, on ne peut plus forcément se rendre à l'international. Les entreprises ont eu beaucoup de difficultés, perdu des clients, ont besoin pour autant de repartir, de retrouver ces marchés. Donc évidemment, finalement, tout le dispositif de soutien international qui est symbolisé aujourd'hui par ce qu'on appelle Team France Export, hein, c'est à la fois BPI France qui organise cet événement, c'est Business France, c'est les chambres de commerce, c'est les régions qui sont aujourd'hui un pilier essentiel de l'action économique, en particulier à l'international. Ce sont les acteurs tels qu'Unifrance, le CNM aussi, qui chacun joue sa partition, Sopexa dans son domaine. Et aujourd'hui, pour aider les entreprises, il y a à la fois, on a tous inventé de nouvelles façons de faire, on a digitalisé des opérations. Nous, on a depuis quelques années des programmes vraiment dédiés pour les entreprises tech et ICC qui s'appellent les Creative Labs qu'on mène aux États-Unis, en Chine, en Europe, qu'on a pu faire complètement au digital, avec des cours du soir pour coacher les entreprises, leur expliquer voilà, comment on pitch en américain, voir quel type de contrat on est fait, et qu'est-ce qui est important dans ce qu'il faut mettre en avant. Donc il y a une digitalisation accélérée de tout ce qu'on a pu faire les uns les autres. Et ensuite, il y a plusieurs piliers. Un point important, c'est finalement savoir où est-ce que je peux aller, qu'est-ce qui est recherché comme produit, comme type de solution. Donc c'est l'image du phare dans la tempête pour l'information. Donc on a mis en place un dispositif sur le site teamfranceexport.fr, Mes Infos Marchés, qui met en place des brèves, des podcasts, des vidéos sur les opportunités. Et ensuite on a des aides vraiment financières,
tel que le chèque relance export, aujourd'hui, qui permet à toute entreprise qui se développe à l'international, hors grand groupe, de bénéficier d'aides selon qu'elle va sur un salon, selon qu'elle fait une mission export, des aides qui ont des montants variables de 1 500 à 2 500 euros selon le type d'opération, qui sont très simples à obtenir et qui sont un coup de pouce ponctuel, Oui, c'est 2021-2022, mais qui aide aujourd'hui pour dire aux entreprises, juste pour terminer, Oui. c'est maintenant qu'il faut y aller, que ce soit en physique ou au digital, parce que nos concurrents n'attendent pas et il faut repartir rapidement. Différemment, juste dernier point, avec en plus, c'est vrai que dans la tech, mais aussi dans les ICC, on véhicule une image assez différente, sans doute plus humaniste sur un grand nombre de choses que l'on peut faire. Alors, il y a de mémoire 8 ans, jour pour jour, presque, Fleur Pellerin lançait à Bercy la French Tech. Et votre agence, enfin Business France, tout comme BPI France, ont été deux grands instruments de construction de ce qui, aujourd'hui, sous votre autorité, Frédéric, est quand même une marque à l'international et quelque chose qui a bien marché, réuni tout un secteur, créé peut-être même un secteur, et qu'on a décliné à toutes les sauces. Hein. Il y a des coques de toutes les couleurs, il y a le French Impact, le French Truc, et toutes les déclinaisons qui ont en général relativement pas très bien marché en fait. Hein, la French Fab, tout ça. On les connaît moins à l'international, on va dire. Ça marche peut-être en interne, c'est juste que je ne m'en suis pas aperçu. Ça m'arrive, je ne m'aperçois pas de plein de trucs. Comment peut-on faire en sorte que la French Touch marche, elle, aussi bien que la French Touch, que la French Tech, pardon. C'était pour Éric Morand et pour tout le monde. Alors, déjà, juste pour dire que c'est vrai que la French Tech était la première marque avec ce coq dont on pouvait se gosser un petit peu au départ et qui finalement a bénéficié d'un faisceau de points positifs. Il y a eu un fort soutien gouvernement, il y a un écosystème qui n'était pas inexistant. Ce n'est pas la French Tech qui a créé l'écosystème des startups, mais qui l'a mis en lumière et qui a fait en sorte qu'il aille sans doute plus vite, notamment que la France soit vue différemment par un certain nombre de grands pays et d'acheteurs clés dans des investisseurs, des grands groupes étrangers dans des marchés clés tels que les États-Unis ou certains marchés d'Asie, qu'on soit vu différemment, pas simplement pour la culture et le vin, mais aussi pour une technologie moderne, pas simplement aussi pour le TGV qu'on a vendu il y a 20 ans à la Corée. Et ça, c'est vrai que ça a beaucoup changé les choses. Ça a permis aussi de fédérer des entrepreneurs pour travailler ensemble, parce que finalement, chacun bossait dans son coin. Et finalement, c'est vrai que le chasseur en meute qu'on emploie parfois à l'export, il ne marchait pas tellement en France. Là, il y a une certaine fierté et des rôles modèles avec des beaux succès aujourd'hui. On est près d'une vingtaine de licornes. Tout ça est allé dans le même sens et a permis aussi que finalement beaucoup de Français de l'étranger qui souvent, qui partent à l'étranger, c'est parce que ça marche mieux ailleurs et on voit toujours l'herbe plus verte ailleurs. Aujourd'hui, ils n'ont plus le même discours. Ces mêmes Français sont plutôt fiers de faire partie chacun de la French Tech ou d'une autre marque. Donc ça, et puis bien sûr, il y a eu un peu d'argent qui a été mis sur la table, mais pas tant que ça finalement, hein, pour faire des actions de communication très ciblées sur des événements ciblés, auprès de médias ciblés. Mais au-delà de ça, c'est finalement montrer par l'exemple, c'est pas juste de la com, des belles brochures en papier glacé, c'est vraiment amener et montrer des belles réussites françaises, des entreprises très très innovantes. Sur les autres marques, je suis un peu moins sévère, hein, la French Fab et les autres sont beaucoup plus jeunes. Il faut bien que je réveille l'audience, sinon tout le monde va s'endormir. Et chacun bien sûr, travaille sur ces secteurs. Sur la French Touch, ce qui est compliqué, c'est, comme on l'a dit, c'est qu'elle représente beaucoup de diversités très différentes. Donc il faut faire des actions ciblées et ne pas essayer simplement de faire des opérations avec tous les volets de la French Touch, ça serait impossible. Je pense juste, il y a une opération que BPI a menée avec nous là, récemment à New York, chez Saks Avenue, avec une quinzaine de créateurs jeunes ou moins jeunes, qui a très bien fonctionné. Et c'est un volet, et c'est un point très important de la French Touch aujourd'hui. Mais on a vraiment fait un événement qui était mode et design. Il y a d'autres événements qu'il faut assumer, qui seront beaucoup plus, peut-être musique et cinéma, mais à trop vouloir faire tout ensemble, on n'y arrivera pas. Donc je pense que déjà, il faut faire des choix dans les transversales et par rapport au marché et aux événements que l'on cible. Du coin de l'œil, j'ai vu que l'un de vous avait envie de répondre à la question que j'avais posée, ou en tout cas, il y avait un mouvement de micro. C'était vous, Nicolas ? C'était vous, Nicolas, mais Benoît, vous n'y couperez pas non plus. Votre remarque sur la French Tech ou sur la French Fab m'a mené à cette réflexion qui était à nouveau de revenir sur le fait que peut-être ce qui nous unit tous,
c'est malgré tout une manière de faire dans les entreprises. Et on a parlé de formation, on a parlé d'école, mais c'est aussi le droit du travail, c'est aussi la manière dont sont traités les salariés, c'est aussi le droit d'auteur, la manière dont nous travaillons avec nos auteurs, avec nos créateurs, avec les brevets. C'est aussi des rapports contractuels avec nos partenaires. Est-ce qu'il y a une manière spécifique de travailler en France ? Je le crois. Je crois que c'est pas pareil quand on négocie un contrat avec une société française. Est-ce qu'on est moins brutaux peut-être ? Est-ce qu'on est plus honnête ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que on n'est pas des Américains. Et travailler avec une société française. Nous, on est des PME, on travaille entre PME. Eh bien, ça ne se passe pas de la même manière selon qu'on travaille avec une société française ou une société, je dis les Américains, mais ce sont de très bons clients, de très bons partenaires. Mais c'est vrai qu'on a une manière de faire. Et je pense que, pour moi, hein, et pour ce qui dans les différentes initiatives dont vous avez évoquées, qu'elles soient, on peut discuter de leur succès ou de leurs échecs, mais en tout cas, je pense ce qu'elles ont en commun, et ce qu'on a peut-être en commun, encore une fois, notre droit du travail, notre droit d'auteur, nos écoles, nos avocats, nos lawyers, notre manière de faire, eh bien, on a quelque chose en commun. Et je pense que ça aussi, c'est la French Touch. C'est pas celle qu'on attend, c'est pas cette marque qui nous surplombe, mais c'est dans l'ADN des entreprises. C'est une marque issue d'un savoir-faire, Daniela. En fait, il ne faut quand même pas oublier qu'on est face à une mondialisation aussi, notamment, alors cinéma, audiovisuel particulièrement, mais je pense que ça touche à tout le monde. Et aujourd'hui, cette France, elle doit trouver quelque part sa place face à cette mondialisation et aussi des marques. Enfin, moi, évidemment, nous, on a les plateformes en face qui ont un but tout autre. Et je pense que c'est là à la fois une structuration, comme vous pouvez accompagner avec Business France, de chaque entreprise sur exactement ce savoir-faire dont tu parlais, plus après un savoir-faire plus commun et à dire, on se structure aussi pour faire accompagner toutes ces entités, mais dans un ensemble. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut peut-être oser plus sur les ICC, tout en restant spécialisé là où il faut, d'être plus ensemble à l'international. Je pense qu'il faut qu'on n'ait pas peur. En tout cas, ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je veux vraiment travailler. Sur certains événements, je suis d'accord. Tout à fait. Il faut vraiment il faut avoir à la fois la spécificité et ensemble, parce que la mondialisation, elle attend ça et elle nous tend presque la main pour le faire. Et ça, pour moi, c'est vraiment important aussi qu'on le garde dans nos objectifs. Frédéric Bedin, puis Bedin Claire. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ta critique des marques French Tech, Fresh Fab, etc. Comme j'y suis pour rien, je peux dire du bien. C'est pas du tout moi qui les ai inventés. Il n'y a pas de déclaration d'intérêt. Je trouve que c'est au contraire très très bien que enfin la France fasse du marketing avec sa marque, parce qu'il faut qu'on se différencie par rapport à nos concurrents. Et les Suisses font très très bien leur marketing, les Chinois incroyablement bien, les Américains aussi, ils l'ont fait, ils ont même inventé toutes les disciplines du marketing avant-guerre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous ont envahis avec leur cinéma, c'était pour nous vendre leurs produits, pas pour leur vendre leur art. Donc je pense que si on arrive à mettre en résonance la French Tech, la French Fab, la French Touch, et puis peut-être le Test France sur lequel pour le coup je travaille, sur le goût français. On va arriver à créer un esprit français qui ne sera pas un truc qui va nous tomber dessus, et tu as tout à fait raison, mais qui sera une chaîne d'intérêts, de relations. Nous, on parle d'un capital relationnel français. C'est ce qu'on travaille chez Hopscotch. Et si on arrive à fabriquer un capital relationnel complexe, on va fabriquer beaucoup de valeur. Et contrairement aux jeux vidéo qui cherchent peut-être à ne pas avoir de gènes provenant de quelque part, moi je constate que beaucoup de mes clients sont en train de dire on veut redevenir une marque de quelque part. Et les grands constructeurs automobiles français, ils sont en train de vouloir revendiquer leur francitude. Les marques agroalimentaires françaises, elles sont en train de revendiquer leur francitude, même si quelquefois elles sont suisses. Et en fait, ces valeurs-là, elles
elles sont importantes dans la différenciation nécessaire dans le combat mondial qu'on est obligé d'affronter. Alors, comme je n'ai pas été suffisamment politiquement correct et que du coup tu n'as pas répondu à ma question, je vais la reformuler. Il me semble toujours que les déclinaisons de la French Tech ont eu moins de succès que la French Tech elle-même. Et donc ma question, c'est comment est-ce qu'on peut rendre la French Tech aussi successful que la French Tech? Let's talk French. Alors, je donne juste une idée. On parlait avant cette réunion de l'importance d'être présent à South by Southwest aux États-Unis, qui est pour moi un des festivals les plus intéressants en termes de création et de mélange de création et de technologie. Donc, si j'ai bien... Plus important que le CES. Le CES, c'est important pour le secteur de l'automobile, voilà, mais le South by Southwest, c'est vraiment là où ça se passe, dans le mélange entre la créativité et la technologie. Et un grand pavillon French Touch à South by Southwest l'année prochaine, ça aurait de la gueule. Et à l'E3, Benoît? L'E3, bien sûr, oui, on y est. Comme dans, Non, mais un comme grand dans, pavillon français. mais il y a régulièrement sur des salons spécifiques à l'industrie du jeu vidéo des représentants de la French Tech, de la French Touch, le SNJV qui est le syndicat national, enfin diverses instances représentatives de la filière qui sont présentes sous la marque du pavillon France, bien sûr. Mais vous aviez une idée sur comment rendre la French Touch plus efficace tout à l'heure. J'ai dit ça? M'a semblé. Peut-être en créant la marque French Game, ça fait une autre marque après les French Encore Lab une et la autre French déclinaison. Tech. Allez, on sort le Non, jeu j'en vidéo reviens de à ma French première Touch. idée. J'ai vraiment, cette discussion est très intéressante et à mesure que j'entends mes camarades parler, je réfléchis et vraiment, je pense que dans l'industrie du jeu vidéo, cette typicité qui sans doute existe dans l'animation ou peut-être dans la musique et qui permet de reconnaître une production qui est une production française n'existe pas de façon vraiment très marginale. Il y a peut-être une typicité qui est liée à la narration dans le jeu vidéo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux narratifs, on le dit parfois, des sociétés comme Quantic, Dontnod, Big Bad Wolf, qui est un studio du groupe Nacon, qui porte plus que d'autres pays ce type de jeu. Et, ça a été cité tout à l'heure, il y a une très grosse présence du jeu vidéo et des Français à Montréal depuis une vingtaine d'années, puisqu'il y a des dispositifs fiscaux très intéressants qui ont été proposés par le gouvernement québécois. J'y étais il y a très peu de temps, c'est 12 000 salariés dans la filière du jeu vidéo, rien que sur la ville de Montréal. Il y a énormément de Français. Est-ce qu'un jeu vidéo fait par des Français à Montréal, il est français ou il est nord-américain? Je ne sais pas. Et est-ce que pour autant c'est pas un jeu vidéo qui porte, c'est-à-dire il y a un bouillonnement créatif dans notre industrie qui est tel, je veux pas faire l'apologie, bien sûr, c'est une filière que j'aime beaucoup et un média que j'aime beaucoup, mais il me semble que ça part dans tous les sens dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a des jeux qui sont de toutes catégories, de tous ordres, avec des directions artistiques, des musiques, des propositions de divertissement, des interactivités qui sont extrêmement créatives. Et je ne pense pas qu'on puisse en identifier. Ouais. D'abord, c'est un excellent mot de la fin, et ce qui nous permettrait de finir à l'heure. Mais comme nous avons commencé un peu en retard, et s'il y a encore une question dans la salle? Non. Donc, je vais laisser à chacun de vous le temps de réagir à Benoît avant de conclure. Et puis, moi, je veux juste compléter ce que disait Benoît pour dire que dans le jeu vidéo, il y a des beaux pavillons France qui pourraient porter, et j'espère porteront cette marque French Touch qui n'était pas aujourd'hui déclinée vraiment à l'international. Je pense à la Game Developer Conference aux États-Unis qui est plus professionnelle que l'E3, qui est plus grand public et qui d'ailleurs, je ne sais même pas, va continuer à exister en physique ou pas. Ça, c'est Elle a lieu en physique l'année prochaine, oui. Espérons-le. La Gamescom qui est le grand événement européen du secteur où on est vraiment présent en force. C'est vraiment l'idée de partir du savoir-faire. Alors, français, y compris au Québec, ou français, y compris à Hollywood, pour en faire une marque à l'international. Là, nous, on se concentre sur les entreprises françaises, évidemment, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'ADN français dans une création d'Ubisoft Montréal. Par ailleurs, il y a beaucoup de Français qui travaillent. Et nous, notre métier, c'est d'aider des structures qui sont souvent plutôt des petites structures, d'ailleurs. C'est un des sujets sur comment faire en sorte que la French Touch réussisse à l'international, finalement. Cette marque, derrière une marque, il y a des entreprises. Et un des sujets qu'on a en France, c'est qu'on a finalement une profession très morcelée, beaucoup de TPE, PME. Donc ces entreprises, il faut les aider, il faut les structurer, c'est pas que financièrement, leur donner les bons réflexes pour se développer, se focusser sur quelques marchés, pas partir partout. Voilà, c'est notre humble mission. Et sur ça, je suis tout à fait d'accord. Nous, ça fait des années qu'on essaye de faire des choses, mais c'est tellement un mouton à 5 pattes que les entreprises ne savent pas trop pourquoi y aller, est-ce que je vais faire de la veille, mais qui je vais rencontrer. On sera ravis de travailler avec Hopscotch et d'autres pour faire quelque chose avec le coq orange. Bon, je sais Frédéric, que vous ne c'est serez aussi pas chez venu pour BPI. rien.
Eh bien, je crois, s'il n'y a plus de questions, qu'il est 17h15. Merci, mesdames et messieurs, en physique et sur Internet.